vais essayer de partir exactement du même point que Vanessa, avec sa phrase, enfin ce bout de phrase qui, je crois, est assez important et intéressant pour ce qu'on a à faire. Ces dispositifs qui font parler les savoirs d'expérience. Voilà. Quand elle a dit ça, moi, ça m'a tout à fait intéressé, heurté. Je me suis dit, ces dispositifs qui font parler les savoirs d'expérience. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que ça me paraît résumer en une formule quelque chose de très répandu dans les situations de formation, que sont la tendance très grande que nous avons depuis quelques années à considérer qu'il est extrêmement important de faire parler les gens sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont fait, ou éventuellement sur ce qu'ils feront. Et donc j'en soulignerai deux choses. Là, ce qu'on va appeler, ce que j'appellerai, si vous me passez, l'injonction de parole, c'est-à-dire parlez, parlez, dites quelque chose. Vous avez fait, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous allez faire, comment vous le feriez? Cette idée qu'il y a un avantage, un très grand avantage, en termes d'apprentissage ou autre, en termes de socialisation notamment, à pouvoir discursiviser, si vous voulez, mettre en mots, mettre en langage, mettre en discours les pratiques. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect qui me semble lié, c'est l'idée que ça, c'est drôlement bien parce qu'en plus, c'est producteur de formation, ça permet des apprentissages. Et puis, j'ai toutes les raisons de le croire, parce qu'il y a des gens qui me sont extrêmement sympathiques, et en plus en qui j'ai une grande confiance intellectuelle, qui le disent. Hein. Vanessa parlait d'Yves Clos, il l'affirme, j'ai pour ma part une grande estime, une grande considération pour ses travaux, donc, a priori, j'ai tendance à le croire. Pierre Pastré, que vous rencontrerez cet après-midi, pour lequel j'ai également la même attitude, dit des choses voisines, et donc j'ai tendance à le croire. Simplement, parce que, comme vous, il m'arrive de me retrouver dans les situations concrètes, d'avoir un groupe de stagiaires ou un groupe de formateurs, groupe de stagiaires qui essaye de verbaliser ce qu'il a fait, et on se rend bien compte que c'est difficile. Et ce qui, moi, je rencontrais, c'est que surtout, ils ne disaient pas ce que je voulais qu'ils disent. Hein, c'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'ils donnent, ce qu'ils verbalisent, ce qui avait été l'action, le détour de l'action, le détail de l'action, la singularité de l'action, puisqu'il y a eu un séminaire au CNAM que j'ai suivi sur ce thème, et donc je m'attendais à voir ça. Et ce n'est pas du tout ce que je recueillais dans les groupes. Ce que je recueillais, c'était des formules générales, standards. Et comme j'avais un peu lu Pierre Vermeersch, dont on vous a parlé tout à l'heure, je savais que le général, en termes de discursivisation de l'action, ce n'était pas très intéressant, parce que c'était très éloigné de ce qu'avait été l'action réelle. Ça, c'est la première chose. Et puis, quand j'étais avec des formateurs, ce qui m'arrive d'essayer de contribuer à leur formation, les formateurs me disaient « Ah oui, 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 faire parler les gens pour leur faire apprendre à partir de leur pratique. Oui, 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 c'est un truc, ça on fait. Oh, vous pensez bien, par exemple, nous, dans les CFA, on fait ça depuis belle lurette. Ah bon, et alors comment vous faites ça? Oh, ben, c'est-à-dire que c'est plus exactement ce que c'était, vous comprenez. Au début, on voulait les faire parler sur leur pratique, mais on s'est rendu compte que c'était pas intéressant. C'était pas intéressant parce qu'ils racontent tous la même chose. C'est du genre, alors qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez à l'entreprise? C'était un CFA agricole. Ah ben nous on a labouré. Ah bon, c'est très bien, alors tu as labouré. Alors comment tu as fait? Ben voilà, j'ai fait ceci, c'est ça. Bon, et toi? Ah ben nous on a labouré. Et là, comment tu as fait? Ben j'ai fait comme lui. Et puis toi? Ah ben nous on a labouré, puis j'ai fait comme eux. Et donc vous voyez bien que la situation qu'on prétendait si riche en matière d'apprentissage, du point de vue des formateurs, s'épuisait d'elle-même. Comme ils ont des tas d'autres choses à faire, bien, ils traitaient maintenant des problèmes administratifs, logistiques, ils révisaient des cours, ils faisaient les cours qu'ils n'avaient pas pu. Enfin, ils font des tas de choses intéressantes dans ces moments-là. Mais le potentiel d'apprentissage qui était dans cette situation semblait leur couler entre les doigts. Et du coup, ça m'a beaucoup interrogé, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais moi, entre d'un côté, la parole de ces chercheurs, qui me paraît convaincante théoriquement, et d'autre part, la pratique de ces formateurs, qui me paraît tout aussi convaincante pragmatiquement. Et c'est ça que j'ai essayé de réfléchir, et c'est ça, donc on a une petite demi-heure, c'est ça André?
à peu près, hein. C'est ça que je me propose de partager avec vous aujourd'hui, comment j'ai essayé de mettre de l'ordre. C'est même pas forcément de comprendre, mais simplement de mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc je vais le faire avec, j'allais dire, quatre maximes, ou 4 titres, si vous voulez, qui vont guider mon propos et que je vais ensuite essayer d'expliciter. Alors le premier, je le dirai sous une forme littéraire. Alors les formes littéraires, c'est pas bien vu dans le champ de la recherche, alors je vous prierai de ne pas le répéter ni à Jean-Marie Barbier, ni à Pierre Pastret, et donc la caméra n'en dira rien non plus. Je dirais que l'expérience, c'est la promesse de l'action passée faite à l'action future. Voilà. C'est-à-dire que je crois que la première chose qui est intéressante dans la notion d'expérience, c'est qu'elle est doublement orientée vers le passé, où on prétend qu'elle s'est construite, et vers l'avenir, pour lequel elle nous arme pour agir différemment. Il me semble que c'est un peu ce que disait André Zettler hier quand il faisait ce point-là. C'est un peu ce que dit Yves Clos aussi à propos de la transformation, ce qu'évoquait Vanessa tout à l'heure. Ça, je pense que c'est extrêmement important, extrêmement intéressant, parce que ça revient à dire que quand on réfléchit expérience, on ne réfléchit pas seulement le côté rétrospectif, mais qu'on a également le côté prospectif. Et de comprendre ça, moi, ça m'a aidé à comprendre ce qui se jouait dans la situation de communication. Le deuxième point, ce sera l'intitulé, la maxime, si vous voulez, ce sera le quiproquo et le mode général de communication d'expérience. C'est-à-dire que ce qui me paraît principal, fondateur, dans la communication de l'expérience, ce que nous racontait Vanessa tout à l'heure, c'est précisément qu'on ne se comprend pas. Je le propose, tel que je le vois aujourd'hui, de partir de ça. On ne se comprend pas, et on a des tas de bonnes raisons pour ne pas se comprendre. Le troisième, donc il y a une conséquence toute évidente à en tirer, c'est que ce qui est le plus grand risque en matière de dispositifs de communication d'expérience, c'est pas qu'on ne se comprenne pas, c'est qu'on croit se comprendre. C'est l'illusion de compréhension d'expérience d'autrui qui est le péril le plus grand des pratiques de communication d'expérience, que ce soit dans les situations de validation ou que ce soit dans les situations de formation. Le troisième point sera de dire la reconnaissance de l'expérience, par soi ou par autrui, oscille entre l'affirmation de compétence ou la dynamique de connivence. Alors si je le dis comme ça, c'est que, je essaierai de le montrer, c'est que ce n'est pas simplement, et il n'est pas du tout assuré, j'essaierai en tout cas d'argumenter ce point, que d'être capable de dire ce que l'on a fait, ou même d'être capable d'énoncer des savoirs, pour reprendre des termes de Vanessa, termes qui nous impressionnent un peu quand même, hein, des savoirs c'est pas rien, enfin, espérons, d'être capable de les énoncer à propos de l'action, qui soit la garantie d'une compétence à propos de cette action-là. Voilà. Et donc, passage, il y a aussi un autre mécanisme qui fonctionne bien, que j'ai appelé connivence, et que je vous proposerai d'éclairer un tout petit peu, parce que je suppose que ça fera largement écho chez chacun d'entre vous. Et le quatrième point, je dirais, la communication d'expérience, c'est articuler l'instant et l'histoire. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous avez entendu l'intervention de Vanessa, mais moi je l'écoutais, comme je savais que j'allais dire ça, je l'écoutais d'une façon un peu particulière, et je me disais, tiens, c'est amusant, je pourrais l'écouter de deux façons. La première façon, c'est de me dire, quand elle parle de la communication d'expérience, l'expérience est un instant, il y a un moment où j'ai fait une action, j'ai eu une expérience, j'ai vécu une expérience, et de cette expérience, je peux tirer des savoirs et les communiquer. L'instant, c'est toute la question qu'elle évoquait à propos de Pierre Vermersch. Comment est-ce qu'on peut retrouver cet instant de l'action? Comment est-ce qu'on peut y revenir? Comment est-ce qu'on peut ressentir, retrouver, explorer à nouveau, c'est-à-dire différemment de la conscience qu'on en a eue au moment où on l'a vécu? Et je dirais c'est aussi l'histoire, parce que quand au moment où on parle de son expérience, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on n'est plus celui qu'on était au moment où on l'a fait. Et ça, cet écart me paraît tout à fait important, parce que c'est celui qui
qui, moi, m'aide à penser que les gens, quand ils nous parlent d'expérience, ils nous parlent parfois au singulier et parfois en général. Voilà. Voilà ce que j'ai préparé. Alors, comme toujours, entre ce qu'on a préparé et ce qu'on fait, il y a des écarts, donc sans doute, il y en aura ici. Et puis, si je raconte des choses que vous connaissez par cœur, n'hésitez pas à me dire de passer, d'abréger quelque chose qui serait pénible pour chacun d'entre vous. Alors, je vais partir de la notion de communication d'expérience en disant quelque chose que les spécialistes de communication, et notamment Patrick Cunegel, donc je le désamorce avant que tu n'interviennes sauvagement, n'approuveraient pas, qui serait de dire la communication, c'est dire quelque chose à quelqu'un. Et la communication d'expérience, ça se complique un peu, c'est dire quelque chose qui n'existe plus à quelqu'un qui ne le comprend pas. Alors, je vais essayer de détailler ça. Pourquoi? Alors, dire quelque chose, c'est très important. Ça veut dire que dans la communication d'expérience, on est ancré dans quelque chose. On a une référence. Il y a dans le discours qui se tient, le discours n'est pas uniquement dans le face-à-face qui se joue dans la communication d'expérience. Il est ancré dans quelque chose qui s'est passé ailleurs, autrefois, autrement. Et que c'est cet ancrage-là qui est essentiel.